Bonjour à toutes et à tous, je suis Mathieu et vous êtes bien sur le répondeur des Human Coders. Je suis content d'être avec vous pour cette nouvelle édition de ce podcast où l'on va parler de techno, de pratiques de développement ou de sujets plus généraux mais toujours en lien avec l'informatique. Le concept de ce podcast est assez simple. Dans chaque épisode, je vous pose une question et vous pouvez me répondre par vocal. Aujourd'hui, j'aimerais revenir sur un sujet que nous avions abordé il y a plus d'un an et qui a déjà pas mal évolué pour moi depuis. C'est avec quel outil est-ce que tu codes au quotidien? Pendant des années, j'utilisais VS Code et iTerm 2 à côté, parce que je suis sous Mac, et ça m'allait très bien. Je suis passé il y a à peu près un an et demi sur Cursor, ça m'allait bien de rester sur VS Code, je suis pas mal habitué, et je me suis mis de plus en plus à utiliser le terminal intégré à l'éditeur plutôt que iTerm. Je trouve que c'est plus pratique pour partager le contexte du terminal aux agents. Et plus récemment, j'ai testé Antigravity. Alors c'est très similaire en fait à Cursor. Et après, finalement, je me suis mis à tester il y a à peu près 2 mois Claude Code. Il y avait pas mal de monde autour de moi qui en parlait et je voulais me faire ma propre idée. Aujourd'hui, je garde Antigravity surtout comme IDE et je travaille avec plusieurs terminaux ouverts, chacun avec une instance de Claude Code pour paralyser un peu mon travail et éviter en fait tout simplement d'attendre à chaque fois la soumission après la soumission d'un prompt. La partie code éditeur est de moins en moins présente pour moi au quotidien, mais je passe toujours un peu de temps quand même évidemment sur la partie relecture. Et depuis une semaine, je me suis mis à tester Super Whisper pour dicter certains de mes prompts, parce que je suis vraiment plus à l'aise à l'oral. Bref, j'ai vraiment l'impression que je suis en train d'explorer pas mal mon environnement de travail idéal, et je sens que c'est pas encore vraiment stabilisé. Et toi, à quoi ressemble ton environnement de travail idéal pour coder? Quel éditeur, terminal, plugin, raccourci est-ce que tu utilises? Est-ce que aussi pour toi l'IA a changé ta manière de travailler? Et comment est-ce que tu utilises ces outils pour gagner du temps au quotidien? Je suis très curieux d'entendre tes retours et tes habitudes sur ce sujet. Vous êtes bien sur le répondeur des Human Coders. Laisse-nous un message après le bip. Bonjour Mathieu, c'est Antoine Salès de Whiscale. Tu sais, au début de ma carrière, j'étais du genre à retirer les cailloux de mes chaussures au fur et à mesure. Retirer les frictions, ça ralentit le flux créatif. Et bien souvent, ça passe par le tooling. Pas plus tard qu'il n'y a pas longtemps, j'ai enfin pris le temps de donner une conférence interne chez Whiscale pour présenter mon setup de dev avec les outils que j'ai branchés. Bon, je te fais faire le tour. Alors, c'est parti. Ça va être axé sur macOS, bien que tu puisses cherry-picker des idées pour Windows, Linux. Alors, le premier, c'est Ukelele. C'est un outil qui permet de générer des layouts clavier macOS custom. Parce qu'en fait, je préfère le placement de clavier QWERTY à AZERTY, mais en fait, ma mémoire musculaire a jamais vraiment pu faire le switch entre le commande A et le contrôle Q qui ferme mes fenêtres. Alors Ukulele, ça m'a permis de customiser QWERTY pour réinverser le A, Q, Z, W, M, point virgule et ajouter les touches mortes pour faire des accents. Voilà, et je suis bien plus à l'aise comme ça. Ok, maintenant que je peux taper confortablement, passons à mon outil principal qui est l'émulateur de terminal. Et j'ai récemment adopté, et probablement définitivement, celui qui s'appelle Ghosty. C'est l'émulateur de terminal recommandé par Anthropic pour l'usage de Claude Code. Et la killer feature pour moi, c'est la configuration as code et les innombrables features qui sont possibles dedans. En fait, grâce à la conf as code de Ghosty, je dis à Claude Code la feature dont j'ai besoin et paf, il l'ajoute. Parce qu'il connaît la documentation par cœur, parce qu'il y a une commande de Ghosty qui permet de lister toutes les options possibles. En voici quelques-unes que j'adore. Alors la police JetBrains Mono, j'aime bien la mettre partout où je peux, cette police-là que j'aime bien. Les onglets qui sont renommables et surtout colorables, ça j'adore. Il y a une option à activer aussi qui s'appelle le Windows Save State, qu'on met à Always, pour pouvoir retrouver le setup d'onglet au redémarrage, avec les colorations, les noms qu'on leur a donnés, etc. Il y a nativement des splits possibles comme dans Tmux, en fait, avec des raccourcis un peu moins difficiles à remémorer que Tmux. Tmux n'a jamais voulu rentrer dans ma tête, les raccourcis. Il y a des sauts de camel hump en camel hump. Ça, c'est un truc que j'activais déjà beaucoup sur IntelliJ, qui sont importants pour moi. C'est le fait de se dire: «OK, je fais option gauche-droite» et en fait, au lieu de se déplacer du début à la fin du mot, ça va se déplacer, heu, de morceaux de camel case en camel case dans un mot. Et bien sûr, après le terminal, je suis obligé de te parler de mise, alias mise en place. Je l'appelle l'entry point de la DevEx. En fait, je l'intègre maintenant à 100 des projets où je code et où je contribue. Cet outil, c'est une sorte de fusion entre Make, Diranv et les choses un peu comme Just, je crois que ça s'appelle, où on met des tasks.
ça fusionne vraiment tout ça dans un environnement où tout est très bien intégré. Donc il y a les variables d'environnement, il y a le tooling, dès que tu as besoin dans ton projet d'avoir un binaire en particulier, je sais pas, shellcheck, Java, Gradle, beh, voilà, l'endroit où l'installer, le bon endroit, c'est dans le fichier mise.toml. Et il y a bien sûr des tasks, soit des tasks qui peuvent être décrites, comme dans un makefile, un peu dans le mise.toml, ou alors pour faire des task files, où en fait c'est juste un script shell, donc il y a une description très précise de comment s'utilise la task, avec les arguments, optionnels ou pas, la documentation, afin que si l'utilisateur fait mise run dev par exemple, -help, et bien la documentation de l'usage de cette tâche qui s'affiche. Voilà, tout est centralisé dans la configuration de mise et je trouve ça extrêmement confortable en termes de DevEx. Le mindset, c'est n'importe quelle action que pourrait être amené à faire un contributeur ou un job de CI doit avoir sa task mise qui existe. Ça facilite entre autres l'onboarding sur le projet. Tu fais mise run, tab et paf, tu découvres tout ce qui est possible de faire sur le projet comme linter, tester, démarrer. Allez, pour finir, je vais te parler de mon setup de remote. Je trouve ça primordial d'avoir une intelligibilité parfaite. J'utilise alors Audio Hijack, un software macOS, pour brancher des effets sur mon micro. Le premier, c'est un plugin d'isolation de la voix qui est natif macOS, qu'on peut aussi avoir sans Audio Hijack en cliquant sur le petit icône dans la barre de tâches quand on est en audio, petit icône de micro, ce qui s'appelle Voice Isolation. Le deuxième, c'est un plugin, un volume gate qui permet de dire: «OK, ça y est, l'isolation de la voix a enlevé les bruits parasites de mon environnement», et bien le volume gate, lui, ce qu'il va faire, c'est supprimer les autres voix de mon environnement qui, elles, sont un peu plus loin du micro que moi, et donc le fait qu'elles aient un volume plus bas, je peux les enlever et on n'entend bien que moi, même en plein open space. Alors oui, c'est effectivement ce que font les casques audio, haut de gamme, Bluetooth chez Sony et cetera, Bose et cetera. Là, la particularité, c'est que je peux brancher ce setup-là sur n'importe quel micro et particulièrement le micro du Mac, un micro Rode et cetera. C'est un logiciel fantastique développé par Rogue Amib qui fait vraiment du software audio de grande qualité. Ils ont plein d'autres softwares, que j'utilise aussi comme SoundSource. Voilà, j'en ai plein d'autres dans ma besace. Fais-moi signe si tu veux en découvrir d'autres. Et à bientôt, salut! Salut Mathieu, c'est Daouda. Alors que tu m'as posé la question, avec quel outil tu codes au quotidien aujourd'hui, je te laisse ce message parce que la réponse a pas mal évolué ces dernières années. Concrètement, mon setup principal, c'est Visual Studio Code et Jupyter Lab. VS Code, c'est un peu mon cockpit. Tout est dedans. Le code, le terminal, guide, le debug, les extensions. C'est devenu bien plus qu'un éditeur. Mais là où ça a vraiment changé récemment, c'est avec l'intégration massive de l'IA. Aujourd'hui, avec des assistants comme OpenAI Codec ou Claude, je ne code plus exactement comme avant. Je ne suis plus juste en train d'écrire du code ligne par ligne. Je décris une intention, je demande une structure, je fais générer un premier jet, puis je corrige, j'optimise et je challenge. En fait, je suis moins opérateur clavier et plus architecte en dialogue. L'éditeur est devenu un espace de collaboration. Et à côté de ça, j'utilise beaucoup JupyterLab. Là, c'est plus pour réfléchir, explorer une idée, tester un algo, analyser des données, documenter en même temps. C'est un outil qui me permet de penser un code et avec l'IA intégrée, je peux demander d'expliquer une cellule, d'optimiser une fonction ou même de transformer un prototype en version plus propre. Ce qui est intéressant, Mathieu, c'est que les outils n'ont pas juste évolué techniquement, c'est notre façon de travailler qui a changé. Avant, on écrivait, on testait, on corrigeait. Aujourd'hui, on formule, on génère, on affine. Mais ça ne remplace pas les bases par contre. Au contraire, plus tu comprends l'architecture, les patterns, la logique, plus l'IA devient un accélérateur incroyable. Sinon, tu produis juste de la complexité plus vite. Donc si je résume, VS Code pour construire, Jupyter Lab pour explorer, l'IA pour amplifier. Et la vraie compétence aujourd'hui, ce n'est pas juste savoir coder, c'est savoir poser les bonnes questions à ces outils. On en parle quand tu veux. Ça pourrait faire un épisode entier. À plus. Hello Mathieu, moi je vais dire pas de souris, pas de problème, tout au clavier, hein. J'ai Tu parlé des outils, notamment des IDE que les développeurs utilisent. Moi je reste on-side sur le meilleur outil de productivité qui s'appelle Raycast. Peut-être que je vous ai déjà tous saoulé avec Alfred, mais là ça y est, j'ai pris le
Rabbit Hole, Raycast. Si je devais faire un sommaire de quel outil c'est vraiment un outil de productivité qui vous permet de tout contrôler au clavier et d'avoir des raccourcis, de devenir un power user. Il y a notamment une feature de clipboard historique que j'utilise souvent, de snippet que j'utilise très souvent aussi, qui permet de, au-delà du code, avoir des snippets pour les emails, pour mon numéro de TVA et ma plaque d'immatriculation de voiture, qui est très utile pour remplir les formulaires dont qui sont souvent sans contexte pour retrouver de l'information. Et aussi un Windows Management très stylé. Et aussi un historique de toutes les images qui permet de faire l'OCR dans les screenshots que tu prends. Enfin, c'est vraiment, plein de petites features qui permettent de passer plus de temps à écrire des prompts et moins de temps à faire de la gestion de ton OS, plus rapidement. Donc je pense que à la fin, c'est vraiment un outil, complémentaire qui vient s'ajouter à tout ce que les développeurs doivent maîtriser, mais qui est vraiment indispensable, je trouve. C'était Raycast et n'hésitez pas, si vous avez des questions, à me les poser directement. Je serais ravi de faire une conf là-dessus. Allez, ciao! Salut Mathieu, c'est Edouard de Playmoeb, où je suis directeur technique et cofondateur de cette agence de développement de logiciels. Alors pour moi, les outils que j'utilise au quotidien n'ont pas vraiment bougé depuis ces dernières années, malgré le shift vers beaucoup d'IDE agentiques. Moi, j'utilise toujours les IDE de la suite JetBrains, d'IntelliJ à DataGrip, suivant les langages et le travail que j'ai à faire. Ces IDE ont aussi intégré, toute une notion, IA avec un chat, avec, des agents, d'abord maison, puis maintenant on peut aussi ajouter, des agents qui respectent le protocole, ACP et qui permet donc d'utiliser aussi, Codex ou autres agents, qui respectent ce protocole. Pour ma part, ça reste les meilleures IDE en termes, d'intégration par rapport à ce qu'on fait chez Playmoeb. On a une très bonne autocomplétion quand on code encore en 2026 et ça pour moi c'est quand même, le top du top par rapport à tout ce que j'ai pu, tester ailleurs, VS Code, et cetera. Tout est intégré, le terminal, et cetera. C'est vraiment pour moi, un des meilleurs outils pour développer et je pense pas que je vais, changer, de sitôt. Hello Matt, comment tu vas? C'est Eric Couzel, je suis ingénieur IA, mais je suis dans la tech depuis déjà pas mal d'années parce que j'ai 40 ans. Alors moi, les outils pour coder, j'en ai croisé pas mal et dans ma carrière, comme j'ai commencé un peu au niveau ingénierie système, j'ai beaucoup utilisé VI et ensuite Emacs. J'avoue que c'était mes gros outils pour coder. Évidemment, ensuite, j'ai un peu évolué sur du développement PHP. Et là, dans ce cas-là, je développais sur PHP Storm principalement. Un outil super chouette qui permettait de faire plein de choses, mais qui, j'avoue, en ce moment, on n'entend plus trop parler avec les outils actuels. Et justement, vu que maintenant je travaille dans ce domaine-là, dans l'intelligence artificielle, clairement, mes outils pour coder, ils ont beaucoup changé. Aujourd'hui, évidemment, j'utilise Cursor, j'utilise Antigravity, j'utilise Codex également. Un des rares que j'utilise pas finalement, c'est Claude Code, mais il faudrait que je m'y mette. Ouais, c'est évidemment, différent d'à l'époque quand j'utilisais VI. J'ai une petite préférence pour Antigravity, j'avoue, donc c'est l'outil de coding de chez Google. Branché sur les modèles anthropiques, on a des super résultats. Et en plus, bon, l'IDE est un, est un VS Code au final, donc c'est super chouette, agréable à utiliser, les modèles sont cool, donc voilà pour moi. Salut Matt! Salut Matt, c'est Fabien. Je suis actuellement freelance en développement web et co-organisateur des Humatalks Grenoble. Côté navigateur, je suis toujours fidèle à mon setup. Après être passé d'Opera à Vivaldi,
je n'ai pas vraiment accroché à Arc Browser. Les fonctionnalités ne m'ont pas convaincu et j'ai déjà tout ce qu'il faut avec mes onglets et mes fenêtres de chat à gauche de l'écran. Dans mon navigateur, j'ai généralement 3 onglets d'ouvert, Jira, une Forge Git et mon environnement de dev local. Pour le code, j'utilise PHP Storm dans un autre workspace. J'étais sur Sublime Text il y a bien longtemps, mais le confort de PHP Storm m'a fait basculer complètement. Par contre, je regrette un peu de ne pas avoir suivi la vague VS Code. Quand je vois tous les forks qui sortent avec les LLM intégrés, je me dis qu'un utilisateur quotidien de VS Code doit facilement passer sur ces nouveaux outils, par exemple Windsurf, Cursor, Anti-Gravity, sans temps d'adaptation du tout. Et sinon, comme toi, j'ai plusieurs fenêtres de terminaux ouverts en bas de mon IDE. En perso, j'utilise Mistral CLI pour soutenir l'écosystème français et européen. J'ai aussi Oyama avec des petits modèles genre EuroLLM ou Mistral Small qui me permet de corriger des fautes d'orthographe dans un texte, traduire des textes ou reformuler mes emails. Et ça sans passer par une connexion et donc préserver un petit peu les ressources de la planète. Sinon, la société pour laquelle je travaille, on passe par Copilot. Pour le design, les designers passent par Figma. Donc, j'ai souvent Figma ouvert dans le mode dev. On a aussi utilisé des MCP pour traduire le design Figma dans le code. Et ça fonctionne très bien. C'est assez hallucinant. Et le dernier outil, au Human Talks Grenoble, on a parlé de Jujitsu. Jiji pour les intimes. C'est un peu une extension guide qui te permet de te faciliter la vie avec des tâches qui sont un peu plus complexes sur Git à faire. Et là, c'est un peu comme une surcouche qui est plus facile. Depuis notre discussion, je l'ai réinstallé. Par contre, je peux pas te dire quoi que ce soit, car je ne me suis pas encore servi. Je te tiendrai au courant. Allez, salut Matt. Merci beaucoup. Salut Mathieu, c'est Jérémy Dumais, développeur Vue.js, Next et formateur pour Human Coders sur ces mêmes langages. J'espère que tu vas bien. Je viens de parler de mon éditeur de code. Alors, je vais pas être très original car je vais simplement te dire que je reste fidèle à Visual Studio Code malgré le fait d'avoir testé d'autres alternatives. Simple, efficace, personnalisable, bref, exactement ce qu'il me faut pour coder sans friction. Il reste mon fidèle compagnon. Mais je ne le laisse pas tout seul. Je l'agrémente avec quelques extensions indispensables. Par exemple, ESLint pour garder un code propre et cohérent, ou encore Prettier pour éviter les débats inutiles sur l'indentation ou les points-virgules. Moins de discussions stylistiques, plus de qualité réelle. Tout cela associé à d'autres extensions comme de l'auto-import, autocomplete et bien d'autres. Et puis, il y a l'IA. J'ai branché GitHub Copilot directement dans mon éditeur, pas pour que cela code à ma place, mais pour me challenger. Elle me propose des solutions, me suggère des optimisations, et parfois me pousse à réfléchir différemment à mes bonnes pratiques. Simple, efficace, et veille constante de mon côté, bref, j'adore. Et puis elle me permet de remplir une doc maison, qui me permet ensuite d'avoir un contenu encore plus riche pour les développeurs que je forme sur Vue.js ou Nux par exemple. Elle me donne des sujets faciles pour challenger différents développeurs à la machine à café. Ils adorent. Et soyons honnêtes, quand il faut écrire une série de tests unitaires qui se répètent, Copilot me fait gagner un temps précieux. Je garde le contrôle, mais je ne refuse pas un bon copilote pour accélérer sur les lignes droites. Au final, mon quotidien, voilà, c'est ça. Un environnement maîtrisé, des outils qui sécurisent la qualité et une IA qui me stimule autant qu'elle m'assiste. Et du coup, je trouve mon bonheur en gardant mon outil open source VS Code avec tous mes automatismes et une belle efficacité. Allez, on se rappelle très bientôt, Mathieu. Ciao. Salut Mathieu, c'est Mathieu Vigou Didier Jean. Je suis développeur web et ma spécialité, c'est l'éco-conception et l'accessibilité. Pour ça, je travaille principalement avec le CMS Translucide, qui est un système de gestion de contenu vraiment pensé pour l'éco-conception et l'accessibilité. C'est un outil qui plaît beaucoup à ma clientèle car la prise en main elle est hyper intuitive et la sobriété du panneau d'administration facilite grandement le travail de gestion de contenu. D'ailleurs, dans Translucide, il n'y a pas vraiment de panneau d'administration, mais plutôt un mode édition qui permet de modifier la page lorsqu'on est connecté avec son compte. Dans le mode édition, on va pouvoir modifier ses textes et ses images, mais aussi obtenir des conseils et des bonnes pratiques pour ne pas dégrader l'impact de la page. Mais pour m'assurer de l'éco-conception et de l'accessibilité de mes sites, j'utilise pas mal d'outils, notamment des plugins comme EcoIndex, qui me permet de mesurer l'impact environnemental d'une page, le Wcag Color Checker, qui me permet de vérifier le contraste des couleurs entre un texte et sa couleur de fond,
Heading Maps, qui me permet de vérifier la structure des titres sur une page, ou Web Developer, qui me permet d'activer ou désactiver certains éléments d'une page. J'utilise aussi des référentiels comme le AirWeb de Green IT pour la partie éco-conception et le RG2A de la DINUM pour l'accessibilité. Le AirWeb, il va me permettre d'avoir un certain nombre de bonnes pratiques pour mes développements et le RG2A, il va me donner un certain nombre de critères de test pour vérifier l'accessibilité de mes sites. Pour programmer tout ça, j'utilise l'IDE VS Codium, qui est une distribution libre et open source de VS Code, qui est éditée normalement par Microsoft. Et c'est Framagit, qui est une instance de GitLab proposée par Framasoft, qui est au cœur de mon workflow, ce qui me permet à la fois de gérer mes versions, mais aussi de déployer mes sites sur les serveurs en m'y connectant directement en SSH via le terminal Linux pour effectuer mes commandes Git. C'est vrai que pour être dans l'air du temps, je devrais plutôt utiliser une CCD, mais j'aime bien ce côté un peu geek d'utiliser le terminal Linux pour taper mes commandes. C'est un côté artisanal que j'aime bien. En dehors de ça, pour mon travail, j'utilise principalement Mozilla Thunderbird et Nextcloud. Le premier, c'est un client mail, mais pas que. Et le deuxième, c'est une solution open source pour faire du cloud. Avec ces deux outils, j'ai accès à tout ce dont j'ai besoin pour travailler, mes boîtes mail donc, mes contacts, mes fichiers partagés, mes flux RSS, mes tâches et mes agendas. En fait, en dehors des boîtes mail et des flux RSS, tout est centralisé sur mon Nextcloud. Et donc, comme Thunderbird et Nextcloud sont interopérables, je peux connecter mes agendas, mes contacts, mes tâches directement dans Thunderbird. L'avantage, c'est que j'ai besoin que d'un seul outil pour avoir une vue globale de ce que j'ai à faire. Pour revenir sur les flux RSS, Thunderbird, il a un agrégateur intégré que j'utilise pour faire ma veille techno. Pour la partie curation, je publie tous les lundis la liste des articles que j'ai lus et qui constituent ma veille techno. Pour ça, j'utilise un générateur de sites statiques que j'ai moi-même codé en Bash et qui me permet de traduire des fichiers Markdown en HTML. En fait, comme tu as pu l'entendre, je travaille surtout avec des outils open source, par conviction, et j'essaye d'être dans une forme de sobriété pour limiter mon impact environnemental, mais aussi éviter de disperser mon attention avec trop d'outils. Sur ce, je m'en voudrais de saturer ton répondeur, donc je vais m'arrêter là. Je te dis à la prochaine. Salut! Bonjour à toutes et à tous, c'est Jean-Philippe Baconnet, je suis consultant chez Zenica à Nantes. Et pour répondre à ta question, Mathieu, mon outil du quotidien, c'est un ADE. Alors ça, c'est un terme que j'aime bien. Avant, on parlait d'IDE qui nous aidait à développer. Après, il y a eu les CDE pour tout ce qui est environnement de développement sur le cloud ou bien dans des conteneurs. Et du coup, maintenant, on parle beaucoup d'environnement de développement boosté à l'IA et avec des contextes agentiques, d'où l'aspect ADE. Alors, il y a pas mal d'outils, hein. Il y a Claude, Cursor, il y en a plein d'autres qui existent. Et moi, du coup, l'outil que j'utilise, c'est Antigravity. Alors bon, c'est peut-être un peu biaisé, je fais partie de la communauté des GDE de Google. Mais du coup, j'ai quand même testé Cursor. Et moi, pour le moment, je me retrouve vraiment bien avec Antigravity. Euh, c'est un outil qui a été sorti en novembre 2025, qui est basé sur du VS Code. Et c'est un outil qui est dans la suite de Firebase Studio. Firebase Studio, c'était un outil qui était boosté à l'IA, qui permet de faire beaucoup de prototypage d'applications très rapidement avec de l'IA. Alors qu'Antigravity, lui, c'est plutôt l'outil entre guillemets du quotidien pour développer et poursuivre des développements sur des projets. Et avec l'IA, bon, on est tous un peu au courant que du coup le paradigme du dev il change. On passe de l'utilisateur ou utilisatrice de l'IA à des orchestrateurs. Et du coup, Antigravity possède un nouvel écran, Agent Manager, qui porte bien son nom quand même, qui justement permet d'avoir une visu sur tous nos projets qu'on peut avoir sur notre poste. Et à partir de là, en fait, on va donner des actions, des directives en fait, à des agents sur tous les projets qu'on veut. Donc c'est là où en fait, on retrouve la notion d'orchestration, où on va aller envoyer des messages à plusieurs projets. Et ce qui est intéressant, c'est dès que l'agent a terminé de travailler, en fait, on va recevoir une notification. On a même un espace, une sorte d'inbox, je crois que c'est comme ça que le menu s'appelle, où en fait, on va pouvoir dire, bah tiens, tel agent sur tel projet a terminé. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut lancer beaucoup d'actions, comme par exemple de la migration, l'ajustement de documentation, sur différents projets en parallèle. Nous, on se concentre sur une tâche qui nous plaît plus, qui a plus une valeur vraiment d'architecture ou de développement de features hein, sur un projet. Et en parallèle, du coup, on reçoit des notifications et on peut se pencher dessus une fois qu'on a terminé notre tâche. Dans Antigravity, un truc qui est assez sympa aussi, c'est que derrière, il a accès à un navigateur qui est du coup une sorte d'instance Chrome différente de la vôtre. Il n'a pas accès à tous vos barres de favoris, etc.
Et du coup, quand on va lui poser des questions et qu'il a besoin de chercher sur internet, en fait, on va voir cette fenêtre qui va s'ouvrir et puis on va voir, chercher les informations. Et là où c'est vraiment intéressant, c'est quand on est du coup sur un projet avec du front, quand on va lui demander de faire des ajustements ou de corriger des choses sur, notre application, Antigravity va lancer cette instance Chrome, faire des tests, du coup visuels, des tests de non-régression visuelle, vérifier ce que vous avez demandé est bien réalisé et il enregistre tout ça. Comme ça, si nous on arrive après coup, on peut se dire: «Bah tiens, qu'est-ce qu'Antigravity a fait?» et on va pouvoir, vérifier tout ça. Et après, il y a pas mal d'autres petites fonctionnalités, surtout de la configuration. Alors bien sûr, il y a des skills, c'est le truc qui est sorti depuis un petit moment. On peut configurer des skills, dans Antigravity, et on a aussi la notion de rules et de workflow. Donc les rules, rapidement, en fait, c'est toutes des informations qui vont, aider les agents à répondre un peu comme on le veut. Par exemple, la préconisation d'utilisation de librairies, de méthodologies, respecter des syntaxes, ce genre de choses. Et les workflows, c'est plutôt des prompts qu'on va sauvegarder et qu'on va pouvoir réutiliser rapidement. Donc c'est vraiment un outil qu'on peut customiser, heu, en profondeur et qui est très intéressant. Donc voilà, donc c'était un peu un petit message pour te dire, en fait, mon outil du quotidien, à quoi il sert, à quoi il ressemble. Du coup, moi, c'est un outil que j'utilise sur tous mes projets, perso, open source et sur tous les projets sur lesquels j'interviens pour Zenica. Bonne journée, à plus tard. Hello, c'est de nouveau Mathieu. Merci encore pour vos messages. J'espère que vous avez eu autant de plaisir que moi à les écouter. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à liker ou à nous suivre sur Spotify ou Apple Podcast. Nous construisons ce podcast avec vous, donc n'hésitez pas à nous proposer des idées pour les prochains sujets ou encore à participer aux prochains épisodes sur humancoders.com/podcast. D'ici là, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt dans un prochain épisode.